Bonjour et bienvenue dans cette table ronde consacrée aux mobilités internationales et européennes à l'université Paris-Saclay. Nous sommes très heureux de vous accueillir pour évoquer ensemble toutes les opportunités que vous avez si vous êtes étudiante ou étudiant à l'université Paris-Saclay. Alors, comment partir dans le cadre du programme Erasmus+, quelles sont les différentes destinations, les démarches aussi à accomplir, et puis une fois sur place, comment cela se passe-t-il pour le financement de la vie, quelles sont d'ailleurs les différentes options pour partir entre stage, semestre à l'international et double diplôme. Vous le verrez, vous avez pléthore d'opportunités pour étudier en Europe grâce au programme Erasmus+. Pour évoquer toutes ces questions et bien d'autres encore, j'ai le plaisir de recevoir trois expertes et experts de ces questions. D'abord vous, Julie Hérisson, bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable du pôle mobilité à la direction des relations internationales et européennes à l'université Paris-Saclay. En face de vous, nous sommes avec Pascal Varey, bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable des relations internationales à l'IUT de Cachan. Et puis, à vos côtés, nous sommes avec Johan Buydin-Ferrer. Bonjour. Bonjour Guillaume. Vous Bonjour êtes tout le monde. chargé de mobilité sortante à l'université Paris-Saclay. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet dans quelques instants, mais d'abord, pour commencer, on va faire un petit tour de table pour que vous nous expliquiez en quelques mots ce que vous faites. On commence avec vous, peut-être Pascal. Parlez-nous un petit peu de votre quotidien. Mon quotidien, j'enseigne, je ne suis pas simplement, je m'occupe pas simplement de relations internationales, mais ce qui me tient à cœur, c'est de trouver des financements et d'accompagner les étudiants dans des projets professionnels, de leur ouvrir l'esprit. Et c'est pour cela que je suis responsable des relations internationales depuis près de 20 ans maintenant. Johan, vous êtes chargé de mobilité sortante, c'est-à-dire que vous accompagnez concrètement les jeunes à partir? Exactement, donc j'accompagne les étudiants et les correspondants mobilité au sein des différentes composantes et établissements dans les démarches et procédures de la mobilité sortante. Et vous, Julie, on imagine que vous chapeautez un peu tout ça. Oui, exactement. Le pôle mobilité a vraiment pour objectif d'accompagner les différentes composantes universitaires de l'université, les étudiants, les enseignants-chercheurs pour de la mobilité encadrée, donc dans des programmes d'échange dont le programme Erasmus, mobilité sortante et mobilité entrante pour accueillir également des étudiants au sein de l'université Paris-Saclay. Alors Julie, on connaît beaucoup et on entend parler beaucoup d'Erasmus. Concrètement, qu'est-ce que c'est? Alors le programme Erasmus est un programme qui existe depuis plus de 30 ans maintenant, qui permet concrètement aux étudiants et aux enseignants, mais parlons aujourd'hui des étudiants, de partir en mobilité, donc différents types de mobilité, en mobilité d'études, donc de partir pendant un semestre ou une année au sein d'une université partenaire, ou mobilité de stage en Europe. Dans plusieurs institutions possibles, au sein de laboratoires d'universités, au sein d'entreprises, au sein d'associations, pour y suivre un stage. Johan, tous les établissements membres de l'université Paris-Saclay proposent ces mobilités sortantes pour les étudiants. Exactement, donc l'université et les différents établissements ont différents accords partout en Europe pour les étudiants. Et alors comment on fait pour se renseigner concrètement? On se rend sur le site internet de l'université et on arrive à voir les différents pays en Europe où il est possible de suivre ce programme Erasmus+. Exactement, donc selon l'établissement ou les composantes, il y a le site avec la liste des accords selon les établissements, donc tout est disponible en ligne. Et les étudiants peuvent évidemment contacter les correspondants mobilité des composantes ou des établissements. Alors Pascal, parlez-nous peut-être plus en détail de ce programme Erasmus+. À partir de quand peut-on partir et où concrètement, vous au sein de l'IUT de Cachan, quelles sont les différentes destinations que vous proposez? Alors d'abord, pour les périodes de stage ou de mobilité de semestre, les étudiants peuvent partir en semestre à partir du mois de janvier de la deuxième année de DUT, et les stages ont toujours lieu entre avril et juillet. Donc il y a ces deux possibilités. Les destinations sont assez variées puisqu'il y a des destinations en Europe, en Italie, au Royaume-Uni, enfin bon, qui ne fait plus partie, mais bon, géographiquement au moins. Et puis Danemark, Slovénie, enfin bon, toutes sortes. Et puis hors Europe, Malaisie, Vietnam, Laos, Canada, etc. Donc ils ont énormément de choix. Et tout au long de l'année, on les pousse à partir et on leur explique les financements. Il y a le site de l'université, bien sûr. Il y a la possibilité aussi de me rencontrer. Il y a des amphithéâtres aussi pour informer les étudiants sur la mobilité et les financements. Et à partir de quel niveau d'études peut-on commencer à partir? Parce que parfois on se dit que c'est réservé à ceux qui sont en master, mais dès la licence on peut partir? Alors ce qui est très important, c'est de savoir qu'on peut partir dès la licence, dès la deuxième année d'un DUT, dès la deuxième année de licence. Et évidemment, c'est très important pour un étudiant de développer les compétences attendues par les entreprises dès le début, à savoir déjà de sortir sa zone de confort et puis
savoir prendre des risques, et puis plein d'autres choses que toutes les analyses d'impact d'Erasmus ont su montrer. Alors, Julie et Erasmus, on connaît bien, mais au-delà d'être simplement des partenariats entre universités, c'est aussi une aide financière qui est proposée à tous les étudiantes et tous les étudiants. Effectivement, oui, que les étudiants et étudiantes partent en mobilité d'études ou en mobilité de stage, ils ont effectivement la possibilité d'obtenir une bourse Erasmus qui peut varier d'un montant de 200 € à 600 € en fonction du pays de destination. Par mois? Par mois, exactement, ouais. C'est une allocation mensuelle qui est versée aux étudiants qui candidatent pour une aide à la mobilité avant leur départ en mobilité. Et alors, Johan, cette mobilité, cette aide financière, elle est accessible à toutes et à tous et versée selon différents critères, c'est-à-dire soit on a tout au début, soit on a une partie au début, une partie à la fin, soit on a quelque chose mensuellement, c'est ça? Donc ça dépend des établissements. Donc les versements dépendent donc des différents établissements et des procédures qui sont mises en place. Mais oui, les étudiants reçoivent tout au long de leur mobilité l'aide Erasmus. Et alors, combien de temps ça va durer un échange? Est-ce qu'on peut choisir la durée de sa mobilité, par exemple? Oui, alors c'est de 1 semestre, donc pour une mobilité d'études, donc 1 semestre ou 2. D'accord, avec la possibilité aussi, dans le cadre des mobilités d'études, de partir et d'obtenir un double diplôme dans le cadre d'Erasmus+. Exactement. Julie, je ne sais pas si tu veux parler Oui. de... Tout à fait. En fait, l'Université Paris-Saclay a des universités partenaires dans lesquelles il est possible d'effectuer un double diplôme, c'est-à-dire une mobilité Erasmus dite classique. C'est une mobilité durant laquelle l'étudiant ou l'étudiante part un semestre ou une année et n'obtient pas le diplôme de l'université partenaire. Il va obtenir un semestre d'études à l'étranger ou une année d'études à l'étranger qui vont être traduites dans son cursus. Alors que dans un double diplôme, l'étudiant va effectuer 50% de la durée de son diplôme au sein d'une université partenaire et à la fin de sa mobilité, il pourra obtenir le diplôme de l'Université Paris-Saclay ainsi que le diplôme de l'université partenaire. Et alors Pascal, comment ça se passe concrètement? Pour ce qui est des mobilités d'échange dans le cadre des études, il y a une liste d'établissements partenaires, on candidate et puis quelques semaines, quelques mois après, on a le résultat. On a dit on s'y prend en général 1 an avant. Par contre, quand il va s'agir cette fois de chercher un stage, est-ce que de la même façon, il y a des entreprises partenaires ou est-ce que l'étudiant doit être proactif, trouver une entreprise en international, venir avec et après, ça lui ouvre le droit à la convention Erasmus+? Eh bien les deux. En fait, pour le stage, parce que c'est ce qui est peut-être le plus compliqué à trouver pour un étudiant et le plus inquiétant pour lui, pour le stage, nous avons des offres de stage en laboratoire entreprise enfin laboratoire d'université aussi. Ou alors, il y a la plateforme EURES, qui est la plateforme européenne de la mobilité, de l'emploi, de l'apprentissage et des stages, où les étudiants peuvent trouver par eux-mêmes un stage en Europe. Alors effectivement, même pour utiliser cette plateforme, il faut les accompagner. Ça fait partie d'un cours justement sur l'insertion professionnelle. Et donc en fonction de leur projet, ils peuvent trouver aussi par eux-mêmes sur cette plateforme EURES. Et alors concrètement, qu'est-ce que ça apporte dans le parcours d'un étudiant, le fait de partir comme ça en échange Erasmus+? Alors je pourrais dire que déjà, moi je connais bien les étudiants de niveau bachelor. J'ai toujours dit que c'était très important pour un étudiant de partir à 18 ou 19 ans. Certains étudiants me disent « mais j'attends l'école d'ingénieur parce que là, ça sera obligatoire, je le ferai ». Pour moi, c'est très différent parce qu'ils sont déjà beaucoup plus de maturité. Mais partir à 18-19 ans, c'est vraiment sortir de sa zone de confort. J'ai des tas de témoignages d'étudiants qui m'expliquent qu'ils ont dû apprendre à faire leurs courses, à gérer un budget, à faire les tâches ménagères. Ça paraît un petit peu parfois idiot, mais certains sont très inquiets par cela et ils n'ont pas l'habitude. Et puis, ça leur donne énormément confiance en eux, surtout. C'est-à-dire qu'ils ont réussi à faire quelque chose, ils ont réussi sans leur famille, à faire des tas de choses qui nous paraissent, quand on est adulte, évidentes. Et ça leur donne énormément de force, justement, pour pouvoir aller plus loin et en général pour trouver par eux-mêmes, assez facilement d'ailleurs, une seconde mobilité au niveau master. Johan, vous qui accompagnez des étudiants chaque année, vous voyez véritablement un avant et un après quand ils reviennent, ils vous disent bah voilà, c'est une expérience qui m'a transformé. Oui, exactement. Et si on peut parler un peu chiffres, on a 96% des étudiants de l'Université Paris-Saclay qui déclarent avoir eu un impact positif sur leur mobilité. Et aussi niveau employeur, il y a une enquête Erasmus qui déclare 80% des employeurs avouent que c'est un facteur important lors d'un entretien. Donc une mobilité est importante sur le CV.
Mais on entend parfois, Julie, des étudiants qui disent oui, mais bon, si je pars, je vais louper l'UE 34 bis 22 de droit des affaires internationales majoré. Enfin voilà, il y a cette idée de passer à côté de quelque chose, d'une partie de son cursus. On peut les rassurer en disant que eh ben, les cours qui vont suivre, s'ils partent dans le cadre d'une mobilité de cours, vont être fléchés et poursuivre la progression pédagogique qui a commencé en France. Bien sûr, tout à fait. Effectivement, une mobilité d'études reste forcément encadrée par le responsable de formation de l'étudiant. C'est-à-dire qu'avant de partir en mobilité, chaque étudiant et chaque étudiante vont, accompagnés de leur responsable de formation, faire un plan de cours, c'est-à-dire regarder la liste des cours qu'ils auraient suivis s'ils étaient restés à l'université Paris-Saclay et les cours qu'ils vont suivre au sein de l'université partenaire, qui sont des cours équivalents en termes de compétences et en termes de connaissances, qui sont équivalents, et donc l'étudiant suivra des cours préétablis à l'avance lorsqu'il sera sur place, et puis suivra les cours, passera ses examens, et à son retour de mobilité, les notes seront transcrites dans le cursus de l'étudiant et il pourra passer en année supérieure. C'est important qu'il y ait un véritable suivi des étudiants quand ils reviennent, mais pendant aussi leur mobilité, il y a un suivi, c'est-à-dire qu'il arrive des pépins, on perd sa valise en arrivant à l'aéroport, on a des problèmes administratifs parce qu'on a oublié de remplir un formulaire, voilà, on a des problèmes de logement. Ils trouvent toujours dans l'université de départ un point de ressource, un point d'accueil? Alors oui, à un point assez incroyable. Je crois que nous tous ici, nous sommes les papas et les mamans de tous les étudiants de l'université. Donc en fait, lorsqu'ils partent, ce n'est pas vraiment l'aventure. Tout est assez. Il n'y a pas de formulaire qu'ils ont oublié de remplir, d'abord. Ça, côté formulaire, il n'y en a aucun qui. Après, bon, pour les accidents de la vie, par exemple, moi j'ai eu un étudiant qui a eu une crise d'appendicite. Eh bien, c'est justement la confiance qu'on peut avoir aussi en nos partenaires. C'est-à-dire que ce sont des partenariats, de véritables partenariats. On n'envoie pas les étudiants sans savoir où ils mettent les pieds. Donc, on s'entretient constamment avec nos partenaires. Donc, globalement, on les accompagne tout au long de leur mobilité. Et en plus, dans le cadre des stages, il y a toujours des tuteurs pédagogiques pour le stage tout au long du stage, que ce soit d'ailleurs en France ou à l'international. C'est quoi un petit peu, Johan, la to-do list à faire si on a envie de partir? Comment on commence, voilà, pour les étudiantes, les étudiants qui nous regardent, ils se disent, bah tiens, pourquoi pas Erasmus+, par quoi commencer? Mais déjà, si on part dans le cadre des études, voilà, regarder un peu les différents partenaires qui sont offerts par l'université. Et puis, voilà, regarder déjà les cours. Quand est-ce qu'on veut partir? Quels cours sont proposés à l'étranger dans les universités pour trouver les équivalences? Et puis en parler tout de suite avec le correspondant de la composante ou de l'établissement aux relations internationales pour voilà, développer le projet et valider cette idée pour que ça devienne quelque chose de concret. Et Julie, concrètement, quand les jeunes candidates, qu'est-ce qui va être étudié? Il y a une part de leur dossier, des notes qu'ils ont obtenues en première, deuxième, troisième année en fonction de leur cursus, et la motivation aussi? Exactement, la motivation est très importante, effectivement. L'étudiant, lorsqu'il candidate, va déposer un dossier, donc évidemment les relevés de notes vont être regardés, le niveau de langue également. L'objectif n'est pas de priver les étudiants, mais de les accompagner dans le meilleur projet possible pour eux, afin qu'ils ne se retrouvent pas en échec lorsqu'ils vont chez un partenaire. Donc pour ça, il y a vraiment plusieurs facteurs qui rentrent en compte, et la motivation et la préparation également de l'étudiant dans son projet, l'investissement qu'il peut y mettre, sont fortement regardés effectivement par les responsables de formation. Ça veut dire, Pascal, qu'il y a peut-être un message à envoyer aujourd'hui aux étudiantes et aux étudiants, surtout ceux qui commencent leur parcours, c'est que, bah voilà, au-delà de simplement valider ces semestres ric-rac et de faire le strict minimum, c'est bien d'avoir une scolarité évoluée, de bien travailler, puisque ça permet de se donner plus de chances pour avoir une mobilité choisie. J'ajouterais que les compétences interpersonnelles pour partir à l'étranger sont très importantes. Déjà l'ouverture, la flexibilité, une certaine flexibilité. Ça, je sais qu'à l'IUT, nous faisons attention à ça, beaucoup plus, en ce qui me concerne, beaucoup plus qu'aux résultats. Alors, un mot également autour des accords anglophones, puisque c'est une question qui revient souvent, on le sait, et vous en parlez tout à l'heure, il y a eu le Brexit. Est-ce que ça veut dire que le Royaume-Uni a disparu des accords Erasmus+, Julie? Le Royaume-Uni va très prochainement disparaître des accords Erasmus, en tout cas
sous leur forme actuelle. Effectivement, à partir de 2023, il ne sera plus possible pour les étudiants de partir dans le cadre d'une mobilité sous la forme actuelle. Alors, d'autres projets sont en cours, mais pour l'instant, nous n'avons pas énormément d'éléments sur ce sujet. Bon bah voilà, on espère en tout cas qu'il y aura peut-être autre chose qui va être inventé. L'intelligence collective, géopolitique peut faire parfois des miracles. Par contre, ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a d'autres destinations, Johan, qui sont anglophones. On peut faire de l'anglais dans d'autres pays, par exemple les pays nordiques. Exactement. Donc l'université Paris-Saclay fait partie de l'Alliance UGLO, donc c'est une université européenne. Et les étudiants peuvent aller en Suède, à Lund par exemple, étudier en anglais, ou à Porto au Portugal, ou à Szeged, à LMU en Allemagne, exactement. Donc voilà, d'autres opportunités s'offrent partout en Europe. Et il y a une question aussi, c'est celle des stages linguistiques, des stages de préparation linguistique qu'on peut avoir sur place. Comment ça fonctionne? Par exemple, si on décide de partir dans un pays dont on ne maîtrise absolument pas la langue et qu'on a envie de juste pouvoir aller faire ses courses et acheter 2-3 kilos de patates, on peut avoir comme ça sur place une immersion linguistique quelques semaines avant? Oui, tout à fait. Alors, les cours des étudiants dans de nombreux pays et de plus en plus en Europe, les cours sont en anglais, même dans des pays qui ne sont pas anglophones, comme on vient de le dire. Mais le projet Erasmus, via une plateforme en ligne, permet à tous les étudiants gratuitement d'avoir accès à des cours à l'ensemble des langues européennes. Donc, d'avoir des cours en ligne, justement, si l'étudiant part en Pologne suivre ses cours en anglais, il peut apprendre le polonais avant même son départ, via cette plateforme en ligne. Et puis ensuite, au sein de l'université d'accueil, il peut apprendre n'importe quelle langue. Oui. Alors, il y a la période de sélection, on en a parlé, le moment où on arrive sur place, mais il y a aussi toutes les recherches un peu pratiques, les recherches de logement, les recherches parfois de colocation, savoir si on va dans la bonne zone, etc., etc. Ça aussi, c'est des questions sur lesquelles vous accompagnez les étudiants pour avoir les bonnes pratiques, les retours d'expérience des années précédentes, Pascal. Absolument. Ça, c'est très important de les accompagner là-dessus parce que c'est une source d'angoisse terrible pour le coût et aussi pour la peur de se retrouver sans rien. Donc, c'est là où les partenaires jouent un rôle très important. C'est-à-dire qu'ils aident les étudiants à trouver un logement et puis on suit l'affaire de très très près, je dois dire. Johan, un petit mot aussi parce que là on parle d'Erasmus+, donc de cet échange, de cette bourse qui est versée aux étudiants quand ils partent en Europe, mais il y a aussi d'autres aides financières qui peuvent venir en complément des différents programmes Erasmus+. Oui, alors ça dépend. Sur critères sociaux, il y a différentes bourses qui sont offertes. Donc là, ça dépend des établissements. Mais les étudiants peuvent postuler aux bourses et selon leur profil, certaines bourses peuvent leur être attribuées exactement. Et là, comment on fait? Pareil, on se retourne vers les services internationaux. C'est eux, en fait, la porte d'entrée vers toutes ces questions-là? Tout à fait, oui. Il y a effectivement, au sein de chaque établissement de l'Université Paris-Saclay, un service de relations internationales qui accompagne chaque étudiant et chaque étudiante dans son projet, qui le rassure. Donc, il y a un aspect à la fois un accompagnement administratif et un accompagnement pédagogique avec le responsable de formation de l'étudiant qui permet un accompagnement complet de la part de l'université. Pascal, on sort de 2 années très complexes, sous fond de crise sanitaire. C'est vrai qu'il y a certains étudiants qui se posent la question, est-ce que ça vaut toujours le coup de partir? Est-ce que je risque pas de me retrouver reconfiné à l'étranger avec des cours hybrides, etc. Vous, de ce que vous voyez concrètement avec les partenaires, ça y est, la machine a repris, les cours ont repris en présentiel dans une majorité des pays européens? Majoritairement oui, mais pas pour tous encore, parce que justement j'avais un collègue roumain qui m'expliquait qu'il y a une recrudescence du virus en Roumanie par exemple, qui est l'un de mes partenaires. Mais globalement, c'est vrai qu'il y a une reprise et il y a une volonté de vouloir vouloir reprendre cette mobilité. Je trouve que les étudiants, pour l'instant, ont un petit peu peur, en tout cas les miens, de partir, parce qu'ils se sont un peu installés dans le syndrome de la cabane. Et qu'il va falloir vraiment les pousser un petit peu vers l'extérieur. Déconnecter les Zooms et reconnecter avec la vraie vie. La vraie vie, et puis sortir de sa zone de confort vraiment. Là, je trouve qu'ils ont vraiment très très peur, et notamment peur de leur poursuite d'études. Ils veulent rester en France pour trouver leur école d'ingénieur, pour trouver leur alternance. Alors qu'en partant à l'étranger, au contraire, ils trouveront beaucoup plus facilement parce qu'ils auront prouvé à l'entreprise qu'ils sont mobiles, et qui sont flexibles et qui n'ont pas peur.
Il y a une vraie question peut-être qui se pose de manière sous-jacente, Julie, c'est cette question de la sélection qu'il peut y avoir à l'entrée en master et de se dire, bah voilà, si je suis parti 6 mois au premier semestre de L3, est-ce que j'aurai un dossier qui a ses chances aussi d'être sélectionné en master? On peut le dire aux étudiantes et aux étudiants qui nous regardent, être parti à l'international, ça peut représenter un vrai plus, un vrai bonus dans un dossier? Bien sûr, effectivement, un départ à l'international, que ce soit pour un dossier académique ou ensuite après le master pour l'insertion au sein de la vie professionnelle, permet de montrer à la fois aux responsables de formation et aux futurs employeurs de réelles compétences interpersonnelles, c'est-à-dire effectivement ne pas avoir peur de sortir de sa zone de confort, s'adapter également à un nouvel environnement, s'adapter à des nouveaux cours, à une nouvelle langue. Ça aussi, c'est très important dans les profils actuels qui sont recherchés, à la fois par les par les responsables de master comme par les responsables comme par les professionnels. Toutes ces compétences sont vraiment les compétences qui sont acquises en mobilité. Johan, en guise de conclusion, j'ai envie de vous poser une question provoque. Est-ce qu'on peut imaginer faire 3, 5, 8, voire 10 ou 12 pour nos amis de médecine, années d'études, sans jamais être parti à l'international? Je dirais non. Je pense que vraiment, en 2021 ou 2022, voilà, avec notre génération, il est impossible, inconcevable, je pense, de vivre sans avoir découvert ou exploré un petit peu d'une façon ou d'une autre une culture, une langue ou un pays étranger. Et Julie, alors cette bourse, elle est accessible à tout moment pour les élèves? Oui, tout à fait. Chaque étudiant et étudiante de l'Université Paris-Saclay peut avoir une bourse Erasmus. Et d'ailleurs, il est possible d'avoir une bourse dans chaque dans chaque cycle d'études. Une bourse donc de 12 mois en licence, en master et ensuite en doctorat. Et ben voilà, plus aucune raison pour ne pas partir, en tout cas dans le cadre du programme Erasmus+. Merci à tous les trois d'être venus pour cette table ronde et d'avoir partagé tout ce retour d'expérience. Merci beaucoup. Et merci à vous d'avoir suivi cette table ronde. Voilà, vous en savez plus. Et si vous voulez en savoir encore davantage, n'hésitez pas à vous rendre sur l'onglet international du site internet de votre établissement. À très bientôt sur les réseaux sociaux.